Cher esprit libre, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la relation humaine universelle. Après la question de la hiérarchie, où, somme toute, même un bavardage entre deux amis comporte une hiérarchie, l'un s'expliquant, l'autre écoutant et inversement, il s'agit à présent de définir comment fonctionne cette relation humaine universelle. Dans ma petite rubrique « Un bien peut cacher un mal », j'ai pris pour exemple, j'ai commencé cet exemple avec une réplique culte dans le film Le Bon, la Brute et le Truand. Et donc, il lui dit comme ça. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Célèbre réplique donc, qui en dit long sur notre vision de la société humaine et s'avère une belle caricature de la pensée libérale. Car du coup, nos sociétés ne fonctionneraient qu'avec le couple dominant-dominé, ce qui nous inviterait bien évidemment à faire plutôt partie des dominants. Mais mon exemple, je le tire du dernier livre d'Emmanuel Todd, La lutte des classes en France au XXIe siècle. Et donc il explique que la société française en réalité s'homogénéise peu à peu depuis 40 ans, pour finir par le peuple face à ses élites, je résume. C'est-à-dire que les dominants qui s'enrichissent, mais qui savent mieux que personne ce qui est bon pour l'ensemble du peuple français, quant à lui, supposé l'ignorer bien sûr, tandis que ce dernier, donc le peuple français, s'appauvrit, quel que soit son niveau social, parfois même dans une fausse conscience, dit-il. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il nous dit ceci. Nous pensons, chaque classe sociale pense que la classe supérieure s'enrichit et qu'en fait nous, on s'appauvrit et donc il y a un écart des inégalités. On l'entend régulièrement, les inégalités se creusent. Il dit non. Il dit c'est pas ce qui se passe. Il dit en réalité, c'est toutes les classes qui sont qui reculent et qui s'appauvrissent. Et il dit même que les classes supérieures, notamment l'aristocratie stato-financière, l'aristocratie d'État, si vous préférez, qui en même temps manipule les banques, les finances, bon. En fait, elle aussi, elle se déclasse, mais dans une fausse conscience. Et de la même manière que ce qu'il appelle la petite bourgeoisie, elle aussi, elle se déclare, mais elle ne s'en rend pas vraiment compte. Et puis ensuite, on a, alors vous avez 20% d'ouvriers, 30% d'employés, ça fait les 50. Puis vous avez 40%, c'est la petite bourgeoisie, puis vous avez 10%, l'aristocratie d'État. Puis en réalité, vous avez 1% très riche, et puis vous avez le 0,1 excessivement riche. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est là où j'étais assez d'accord avec lui, c'est que selon notre schéma traditionnel de la chute, l'appropriation illégitime se caractérise ici par un éternel enrichissement, donc de ces classes supérieures de 1%, 0,1%, même encore bien sûr l'aristocratie stato-financière, selon sa propre classification, mais une perte du pouvoir d'achat généralisée sur toutes les autres, sur tout le reste. Et donc cette appropriation illégitime des richesses qui ne font qu'augmenter, je vais y revenir, s'avère comme d'habitude couplée à la même idéologie mensongère. Nous sommes les dominants sachants, vous creusez. J'adhère donc totalement à cette nouvelle vision de la société française par Todd. Je ne l'avais pas du tout vue comme ça et c'était, je trouve, très intéressant. Et laquelle vient, selon moi, c'est peut-être la raison pour laquelle je la trouve intéressante d'ailleurs, magistralement confirmer le lent processus du cône social que je racontais lors de l'étude à propos des milliardaires. J'expliquais qu'il y avait un cône, on s'en est bien tous d'accord, et qu'il y avait en fait
plus le gâteau augmente, le gâteau des richesses, hein, et plus l'onde de choc d'appauvrissement monte de classe en classe, s'appauvrissent, dû à l'égoïsme social, et remontait petit à petit le long du cône. Mais surtout, conformément à une inversion proportionnelle, qui est la suivante, plus les richesses augmentent, ce qui est le cas, plus les peuples s'appauvrissent et enrichissent les riches. J'ai nommé ce paradoxe, car normalement, et c'est ça la thèse du libéralisme, hein, c'est que on augmente les richesses, donc on augmente la croissance augmentant, par la thèse du ruissellement qui est fausse, eh bien, tout le monde s'enrichit, chacun à son niveau, équitablement, selon ses mérites. Bon, j'ai donc nommé ce paradoxe parce que c'est faux, cette thèse est fausse. En réalité, plus le gâteau augmente, plus il va dans les mains d'une minorité et appauvrit. On dit toujours que l'argent va à l'argent. Ouais, mais en même temps, ça appauvrit le reste. Hein, et c'est donc ce paradoxe, je l'ai nommé le théorème de l'égoïsme, hein, et qui révélait en fait une constante sociale ayant nécessairement pour effet de concentrer les richesses au profit d'une minorité, tout en appauvrissant la majorité en nombre et en quantité. Les pauvres augmentent, les riches aussi, hein, ben en plus petite quantité bien sûr, hein, mais les pauvres augmentent et puis ils augmentent en quantité de pauvreté. Et ceci pour arriver à une proportion indécente de 99%, 1%. Pour Todd, le problème vient de l'enfermement de la France dans l'euro. C'est la thèse des souverainistes. Et cette thèse est certainement juste. Il n'y a rien d'étonnant, selon moi, dans la mesure où l'euro est une monnaie issue d'une construction européenne fondée sur deux égoïsmes. Oui, j'insiste peut-être un peu lourdement, je reviens toujours à ma problématique égoïsme-altruisme, hein, mais c'est l'égoïsme. Donc le premier égoïsme, c'est l'égoïsme de la finance mondiale contre les économies nationales. C'est indéniable. Doublé de l'égoïsme des pays du nord de l'Europe contre les pays du sud. Et finit par faire de la France, finalement, un satellite vassalisé de l'Allemagne. Toujours la thèse des souverainistes, mais à juste titre. L'euro en tant que monnaie, sans autorité démocratique européenne, supprimant dès lors toute action économique nationale, est sans doute, selon moi, le plus gros mensonge néolibéral depuis Maastricht en 1992. Les chercheurs, du moins ceux qui ont du cœur pour les peuples, encore vivants de nos jours, comme Todd et Onfray, l'avaient compris à l'époque. Mais nous, le peuple, ne l'avons compris qu'en 2005, lors du référendum sur le traité constitutionnel de l'Europe, où nous avons dit non. Après, on nous l'a mis 3 ans plus tard. Depuis, en fait, nous subissons en conscience. Hein, vous voyez, on nous a raconté que ça serait un bien fabuleux pour les peuples, qu'il n'y aurait plus de guerre, qu'il y aurait tout le monde vivrait confortablement, qu'il n'y aurait plus de pauvreté, que tout le monde recevrait selon ses compétences, selon ses mérites. Ben, il n'y a rien eu de tout ça. Donc voilà, c'était un bien qui en fait cachait un mal. Et je pense que d'ailleurs, ils en avaient parfaitement bien à l'époque. Ils en avaient parfaitement bien conscience à l'époque. Alors voyons à présent ce que j'appelle la relation humaine universelle. Toute relation humaine fonctionne nécessairement sous forme de hiérarchie. Alors ça, c'est difficile de toujours l'admettre. Qu'elle soit bienveillante ou malveillante, selon notre libre arbitre. Par essence, c'est-à-dire selon sa propre nature, sa forme est hiérarchique. La relation humaine ne possède qu'un prototype avec 2 versions. Une version faste à la vie et l'autre néfaste à la vie. La version faste est un don et un accueil réciproque, tandis que la néfaste se résume ainsi: l'un s'impose et donc l'autre s'oppose. Je redis. Le modèle universel positif est un don de l'un
et un accueil de l'autre. Il y a un sachant qui enseigne à un ignorant, mais l'ignorant, faut qu'il l'accueille. Et bien évidemment, dans une relation humaine, il y a une réciprocité. De temps en temps, ou même souvent, il y a une inversion. Le sachant devient ignorant et l'ignorant devient un sachant, selon si on est dans sa compétence. Tandis que la relation universelle néfaste, elle, c'est un des protagonistes qui s'impose, et donc l'autre, nécessairement, va s'opposer. Et on va être dans une relation néfaste, avec une rupture d'énergie, je vais y arriver, hein, qui fait que on s'entrechoque et on ne s'écoute plus. Donc, deux amis qui bavardent, pour prendre vraiment l'exemple le plus trivial, deux amis qui bavardent établissent naturellement, au sens de par nature, une hiérarchie où l'un s'exprime. Il est alors dans le rôle du sachant qui donne, et l'autre écoute. Il est donc dans le rôle de l'ignorant qui accueille. Puis bien évidemment, les rôles s'inversent dans le respect de la dignité de chacun. Mais souvent, lors d'un débat public, vous l'avez remarqué sur les plateaux de télévision, tout le monde parle ensemble. C'est alors une cacophonie inaudible. L'esprit hiérarchique dans la dignité de chacun n'est plus respecté. Nous sommes alors dans une relation universelle négative où chacun cherche à imposer sa parole à l'autre, qui n'écoute pas vraiment, et par conséquent, autrui s'y oppose, et même parfois violemment. Donc quand nous sommes dans la fonction d'écoute, donc dans la fonction de l'ignorant, nous sommes donc comme ignorants puisque nous ne savons pas à l'avance ce qu'autrui va nous offrir ou nous expliquer. Mais plus encore, il importe d'opter une authentique posture d'ignorant au fond de soi-même, au sens d'ouvrir pleinement notre conscience dans l'accueil bienveillant des propos de notre interlocuteur. Sinon, cela devient un dialogue de sourds. Et ça nous ramènerait à la relation universelle négative où l'un s'impose et l'autre s'oppose. Donc vous voyez, être dans cette posture d'ignorant dans la relation hiérarchique de toute relation, eh bien, ça ne consiste pas à faire semblant d'écouter, comme souvent donc sur les plateaux de télévision, on fait semblant d'écouter et en même temps on pense à sa réponse, qu'on va s'opposer à ce qu'il est en train de dire, le gars d'en face. Vous voyez, c'est ça le problème. Au lieu d'être pleinement ouvert, d'être pleinement accueillant et ensuite de pouvoir faire une réponse qui répondra. Combien de fois on les entend? Il y en a un qui pose une question, bon, souvent le commentateur, pas le commentateur mais le présentateur, et puis l'autre il répond complètement autre chose. Bon. Donc ici, être ignorant signifie être sincèrement à l'écoute. Ce qui n'est autre que l'attitude de tout thérapeute. Thérapeutesse en grec signifie prendre soin d'eux. En ce sens, une relation universelle positive revient à prendre soin de son interlocuteur, et ceci bien évidemment dans la réciprocité. Et vous allez voir que ceci est valable dans toutes les hiérarchies. De même, quand nous sommes dans la fonction du sachant, il importe à notre tour de nous exprimer avec bienveillance et pédagogie. Il faut se faire comprendre, en considérant autrui toujours d'égale dignité, bien évidemment, mais ignorant de ce que nous avons à lui enseigner, à partager ou à l'informer. Alors nous sommes dans une relation universelle positive, sous la forme de dons et d'accueil réciproque, où chacun prend soin de l'autre. Dès lors, si toute relation humaine était hiérarchique, il y a nécessairement, au sein d'une relation, un dominant et un dominé. On est bien d'accord. Toi, tu creuses. Mais le dominant est dominant seulement parce que le dominé lui confère à ce moment-là une autorité fondée sur une compétence, un savoir, une information. Une autorité autoritaire n'est qu'un abus de pouvoir, une illusion éphémère, où là, à nouveau, nous retombons dans le cadre d'une relation universelle négative. L'un s'impose, l'autre s'oppose. Si toutes les relations humaines, comme dans le cas des luttes de classe, s'effectuaient dans le cadre d'une relation universelle positive, la revendication à l'égalité des droits des dominés ne serait plus nécessaire.
C'est parce qu'elle s'achève systématiquement en dialogue de sourds, où tout le monde s'impose et s'oppose réciproquement, sans bienveillance et sans pédagogie, que naissent les revendications à l'égalité des droits. Ce que je veux vous montrer, c'est que pourquoi nous sommes dans une société où systématiquement nous sommes dans la revendication de nos droits, donc chaque dominé, chaque groupe de dominés revendique ses droits. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas dans des hiérarchies bienveillantes, mais dans des hiérarchies malveillantes, où effectivement le dominant enfonce le dominé, et le dominé n'est pas d'accord de se laisser enfoncer. Certes, nous sommes tous égaux en droit, mais seulement sur le papier de nos constitutions. Dans la vraie vie, nous sommes tous inégaux au sein de toute relation humaine, sans exception. C'est uniquement l'écoute, la bienveillance et la pédagogie au sein d'une quelconque relation, notamment juridique, que l'égalité en droit pourrait devenir réellement effective. Et c'est uniquement à cette condition que la revendication à l'égalité en droit comme ailleurs n'aurait plus lieu d'être. J'ai donc cherché un synonyme du couple dominant-dominé dans sa forme négative. Eh bien, j'en ai pas trouvé. Alors, j'ai donc décidé de nommer la relation dominant-dominé pour caractériser la hiérarchie malveillante, et gentil-dominant, gentil-dominé, pour la hiérarchie bienveillante. En fait, c'est un alliage, bon, un peu naïf, je vous l'accorde, mais c'est un alliage de la pensée du cœur, avec le mot gentil, et de la pensée rationnelle, matérielle, avec le mot dominant. Gentil-dominant, gentil-dominé. Voilà le modèle, le couple du modèle de la hiérarchie bienveillante. Et voilà donc aussi une manière d'opérer ce renversement attendu, enfin que j'espère, de l'égoïsme à l'altruisme. Vous l'aurez compris, bien sûr, quand je suis dans une relation gentil-dominant, gentil-dominé, je suis dans une relation altruiste. L'autre est aussi important que moi. Car en fait, il n'y a pas de moyen terme. Et ça, c'est Platon qui nous enseigne ceci. Soit nous subissons l'injustice, dit-il, soit nous la commettons. Je ne sais plus dans quel, c'est peut-être dans le Criton, ou c'est peut-être dans la République, je ne sais plus où, mais c'est très très net. Chez lui, c'est très très net. Soit nous subissons l'injustice, donc nous sommes dans une relation pervertie, négative, et soit nous la commettons. Soit je suis dans le rôle du dominant, soit je suis dans le rôle du dominé, mais de toute manière, cette relation négative va entraîner une injustice. Et il nous dit, la neutralité au sein d'une quelconque relation humaine n'existe pas. Car si je suis dans une relation négative, nécessairement, je vais commettre ou subir l'injustice. Il importe à présent de répondre au paradoxe suivant. Si toute relation s'avère nécessairement hiérarchisée, que devient notre postulat démocratique du principe d'égalité? Commençons par établir un fait observable, incontestable. Nous ne naissons pas tous égaux, puisque nous naissons tous différents, avec des forces et des faiblesses physiques et psychiques toutes différentes, avec des niveaux énormes. Mais c'est ce qui fait l'originalité de chacun et la beauté de l'humanité. Sinon, nous serions des clones. En conséquence, je dirais à la sortie de la nature, ou par nature donc, la modalité de toute relation humaine se vit nécessairement dans un cadre d'une hiérarchie dominant-dominé, où chaque protagoniste est né différent. Pourtant, et c'est là où on a un paradoxe, pourtant, chaque être humain naît également par nature. Il naît avec un sentiment qui aspire à l'égalité. Il importe donc de sortir de la confusion entre le sentiment naturel d'égalité, qui est en fait le versant spirituel dans la nature double de l'homme, et notre constitution physique et psychique inégale, qui est également naturelle, mais du côté versant corporel. Somme toute, tous les êtres humains naissent inégaux
mais se pense comme égal d'autrui. D'où la confusion. Bon, en premier lieu, c'est nous qui sommes égaux aux autres. On a plus de mal à reconnaître l'égalité d'autrui. Mais on y arrive. On finit par y arriver parce que nous naissons avec cette valeur d'égalité gravée dans nos cœurs comme toutes les autres valeurs. Donc nous avons ce sentiment d'égalité. Vous voyez? Mais en revanche, nous sommes tous inégaux en réalité. Vous voyez? J'ai un sentiment d'égalité, mais nous sommes quand même tous inégaux. Voilà. Comment on sort de là? En synthèse, résoudre ce paradoxe est très simple. Si l'on sort de la confusion entre l'égalitarisme culturel, qui est issu de ce sentiment naturel d'égalité, et le principe d'égalité naturelle, que je vais vous expliquer. L'égalitarisme culturel, c'est quoi? C'est croire que nous sommes tous égaux au sein de hiérarchies égalitaires. Là, on fait une grosse erreur. Dès que je suis dans une relation humaine, je suis dans une hiérarchie. Et je me crois, en réalité, dans une hiérarchie égalitaire. Et ceci est un contresens, bien sûr, puisque une hiérarchie, c'est une relation dominant-dominé. Du coup, au nom de cette pseudo-égalité, on nivelle par le bas. C'est là le reproche, bien sûr, du libéralisme qui ne veut pas niveler par le bas, et à juste titre. C'est pas le but du tout. Ça, c'est le sentiment naturel d'égalité qui engendre ce faux désir, si vous voulez, de créer un monde égalitariste. On a une culture de l'égalitarisme, vous voyez. Et face à cette notion bien naturelle que nous avons en nous, ce sentiment, il y a le principe d'égalité, qui lui aussi est naturel. Il provient de cette constante naturelle, écoutez bien, qui cherche sans cesse à rééquilibrer les déséquilibres vitaux, mais sans jamais obtenir un équilibre absolu, sinon c'est l'inertie, c'est la mort. Toute notre biologie et tout organisme vivant fonctionne sous l'égide de cette loi vitale naturelle. J'ai appelé cette constance la constante vitale. J'ai déjà expliqué ça, mais je recommence. Tous nos organes, toutes nos fonctions organiques sont une recherche constante à rééquilibrer les déséquilibres. Vous prenez par exemple notre système neurovégétatif. Vous avez d'un côté le sympathique, je trouve plutôt mal nommé, qui excite, accélère, stress. Pourquoi les hommes, ils ont la calotte ici dégarnie? C'est parce que ici c'est géré par le sympathique. Et ici c'est géré par le parasympathique, qui lui est gentil. Il freine, il inhibe, il calme. Bon. Notre fonction osmotique, entre les cellules et le liquide intercellulaire. Cette fonction osmotique, ce n'est que la recherche d'équilibre. Donc constamment, la vie engendre des déséquilibres et constamment, elle recherche, tous nos systèmes recherchent à les rééquilibrer. Et j'avais donné cet exemple des petites palpitations du cœur. Et ces petites palpitations, elles sont irrégulières. Mais elle peut être chaotique, quand on pense par exemple à notre belle-mère, ou elle peut être harmonieuse quand on pense aux vacances que nous allons passer. Et c'est David Charan-Schreiber qui nous montre ça, il appelle ça la cohérence cardiaque. Eh bien, les pédopsychiatres savent que quand le nouveau-né a des battements du cœur, comme ça, les intervalles des battements du cœur sont réguliers, ça annonce la mort. Et de même, de l'autre côté, lorsqu'on arrive en fin de vie, eh bien, quelques instants avant, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais quelques instants avant, ces petits écarts de battement
sont réguliers, ça annonce la mort. Voilà. Eh bien, vous voyez, je reprends ce schéma vital, et c'est ça, et je l'ai appelé, nous verrons plus tard dans le principe d'égalité, je l'ai appelé le principe d'équité, la constante d'équité, c'est-à-dire on doit rechercher, dans la vie sociale, nous devons rechercher à constamment rééquilibrer les inégalités sociales, sans les obtenir, sinon on arrive à un égalitarisme, hein. Mais parce que chacun, dans son coin, qui cherchera à réduire ses inégalités, donc quand on est le dominant d'un dominé, eh bien on cherche à les réduire, et puis quand on est un dominé et d'un dominant, faut espérer que lui aussi va nous proposer de les réduire, ces inégalités, donc d'information, d'enseignement, de richesse, vous voyez, et à ce moment-là, on obtiendra des inégalités apaisées. Donc, le principe d'égalité, c'est la recherche sans cesse, constante, de diminuer les inégalités sociales, qui viennent de nos différences, qui elles sont naturelles, elles sont normales. Mais vous comprenez bien, quand on a un cerveau d'Einstein et quand on est né avec une certaine débilité au niveau du cerveau, comprenez bien que là il y a un problème. Nous handicapés, on a quand même besoin de rééquilibrer les déséquilibres avec nos handicapés, par exemple, qu'ils soient par accident ou par nature. Bon. Et c'est donc bien là, quelque part, les riches qui doivent effectivement essayer de ramener dans des écarts apaisés. Donc voilà comment devrait fonctionner le principe d'égalité. On est très très loin de la pensée commune sur le principe d'égalité. Le couple gentil-dominant, gentil-dominé devrait ensemble, au sein de toute hiérarchie, donc bienveillante, rechercher à réduire les inégalités naturelles avec bienveillance, donc. Et ceci tant entre les hommes qu'entre les pays sur le plan géopolitique, au nom des valeurs universelles de l'égalité. Telle est donc la différence conceptuelle entre une hiérarchie malveillante qui ne respecte pas ce principe d'égalité, cher à nos constitutions, et une hiérarchie bienveillante. Voilà la différence. Hein. Et donc voilà pourquoi l'Europe n'existe pas réellement. Seul l'euro est effectif, puisque l'Europe n'est qu'une hiérarchie malveillante, dirigée par l'Allemagne et les pays nordiques contre les pays du Sud à leur profit exclusif. Rappelons par exemple l'attitude des pays nordiques envers la Grèce. Les souverainistes ont raison de vouloir sortir de l'euro, avant même qu'il implose en vol, à cause de cette hiérarchisation malveillante. Ils ne recherchent pas, les uns et les autres, à réduire les inégalités qui font que l'euro écarte comme ça les économies nationales. Je résume. La nature nous a offert ensemble le problème et la solution. Le problème réside dans cette contradiction. Nous naissons inégaux, mais avec le sentiment d'être égaux. La solution réside donc dans le principe d'égalité qu'elle-même applique, elle, la nature, elle applique sans cesse. Toute la nature fonctionne comme ça. Réduire les inégalités volontairement avec bienveillance, sans jamais obtenir une égalité parfaite, bien sûr, sinon c'est la mort sociale. D'où les tensions sociales à cause de cette confusion. C'est ça que j'ai voulu vous montrer. Voilà pourquoi nous avons ces tensions sociales, parce qu'il y a confusion entre ces deux. L'une, c'est une valeur universelle gravée dans le cœur, et donc le sentiment d'égalité, et l'autre, c'est évidemment l'application de nos différences qui engendrent des inégalités sociales. Alors pourquoi ce subtil montage vital? Parce qu'il faut bien reconnaître quand même que là on nous a mis devant un petit problème, hein. C'est vrai. Pour nous créer un cadre humain en vue d'apprendre à nous aimer. Vous allez me dire que c'est toujours la même réponse. J'avais expliqué que dans la volonté, elle était illimitée et que nous pensions l'illimité, non pas pour nous enrichir de manière illimitée sur le plan matériel, puisque évidemment nous sommes dans un monde fini, dans un monde limité, mais pour apprendre à nous aimer, parce que on ne peut pas aimer 3 ans tacitement reconductible quand on dit je t'aime au présent éternel. Bon. Et donc nous pensons l'illimité. J'avais expliqué que c'était
uniquement pour apprendre à nous aimer. Bien. Et là, encore, pourquoi ce montage subtil vital? Eh bien, c'est la même chose, c'est pour nous apprendre à aimer. Autrement dit, de la nature sort 3 choses. Sa chose et son contraire. Et comment vivre et réduire cette contradiction en vue d'établir des inégalités apaisées? Eh bien, c'est évidemment, c'est en nous apprenant à aimer. Je vous relis, parce que je l'avais déjà fait, mais je vous relis ce très beau texte de Nietzsche à propos de la hiérarchie et de l'égalitarisme. Je cite: « La hiérarchie s'est établie par la victoire du plus fort et l'impossibilité pour le plus fort de se passer du plus faible, comme le plus faible du plus fort. Réciprocité. Car obéir est aussi bien une fonction de la conservation de soi que, pour l'être le plus fort, commander. » Et il ajoute: « L'homme est une pluralité de forces qui se situe dans une hiérarchie, de telle sorte qu'il y en a qui commandent, mais que celles qui commandent doivent aussi fournir à celles qui obéissent tout ce qui sert à leur subsistance, si bien qu'elles-mêmes sont conditionnées par l'existence de ces dernières. » Vous voyez, on retrouve bien là la structure du don et de l'accueil réciproque dans une relation d'échange d'énergie vitale positive. Alors vous avez sur le fichier PDF de petites images du cœur, parce que pour vous préciser le caractère naturel de cette constante vitale, eh bien, je vous propose de faire un bref passage sur le symbolisme du cœur. Toutes les civilisations en tout temps et en tout lieu ont situé le siège de l'amour dans le cœur biologique. On ne dit jamais « je l'aime de toute ma cervelle hein, », mais « je l'aime de tout mon cœur ». Il existe donc une relation symbolique entre le fonctionnement du cœur biologique et la relation humaine universelle. La nature a façonné le cœur humain comme pour nous montrer comment, le cœur biologique, comment établir une saine relation à l'image d'un cœur qui palpite ses échanges en relation avec la nature. Le côté droit du cœur, qui est masculin et émissif, reçoit et expulse nos déchets, gaz carbonique, vers les poumons et eux-mêmes vers la nature. Il est donc associé à la notion de don. Le côté gauche, féminin et réceptif, reçoit et distribue le sang, cette fois-ci, chargé d'oxygène, en provenance des poumons, vers nos cellules. Il est associé à la notion d'accueil. J'accueille l'oxygène et j'offre à la nature, accessoirement à autrui, mon gaz carbonique. Alors, je m'arrête là, si vous voulez, pour tout le symbolisme du cœur, mais vous trouverez l'essentiel de cette étude dans le même manuscrit qui est disponible gratuitement sur le site sous le titre « La nature double de l'homme ». Vous y trouverez également nombre de références issues de diverses civilisations, ainsi qu'un nombre considérable d'expressions révélées par le langage usuel. Donc je vous laisse consulter, c'est pas inintéressant en tous les cas. Donc, comme notre cœur biologique donne et accueille, réciproquement avec autrui et la nature, le prototype de la relation humaine universelle s'avère également un don et un accueil réciproque avec autrui et la nature. Ainsi, toute relation entre deux êtres humains produisant santé, vie et évolution, c'est ça que je veux vous faire sentir, devra posséder 2 caractéristiques. La première, le don de l'un est nécessairement à l'inverse l'accueil de l'autre. Il faut qu'il y ait cette inversion. Si les deux veulent donner ensemble, ça ne marche pas. On l'a compris. Donc, il faut qu'il y en ait un qui dit, tiens, là, je suis dans l'accueil, il veut me donner quelque chose, il veut me dire quelque chose, je vais me mettre dans l'accueil, voilà. Mais si je vais tout de suite lui dire quelque chose, ou m'opposer à lui, évidemment, il n'y a plus de relation. Donc, le don de l'un est nécessairement, à l'inverse, l'accueil de l'autre. Et, deuxième condition, la dite relation inverse, donc, doit être également réciproque,
c'est-à-dire permettre ainsi la libre circulation des énergies vitales par la réciprocité. Donc, je t'écoute, tu m'écoutes, on s'écoute, on se donne, on s'offre, voilà. A contrario, toute relation humaine nuisante à la santé, à la vie et à son évolution présentera deux caractéristiques symétriquement contraires. Je m'oppose, donc autrui s'oppose. Donc l'un s'oppose et ou impose à l'autre, en retour l'autre s'oppose et ou oppose au premier. Et de même, l'un tentera de s'approprier les biens de l'autre et en retour, l'autre résistera pour ne pas être dépossédé des biens en question. Ah oui, bien sûr. Et la dite relation n'étant plus fondée sur un consensus inverse et réciproque, elle détériorera la circulation des énergies vitales, lesquelles circuleront en s'opposant. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Ben, vous le savez bien, quand on se dispute en famille, entre amis, eh ben, on sort de la dispute épuisé. Oui, parce que nous avons bloqué la circulation. Bon. Donc la relation humaine est donc par définition une circulation d'émotions, d'énergie et de biens aussi entre deux protagonistes. Je crois qu'il faut que j'accélère un peu. Premier terme de cette circulation, le don à autrui. Il peut se manifester sous deux formes principales. Un sur le plan matériel, deux sur le plan spirituel. Sur le plan matériel, le don de ce que nous possédons en réalité. Il s'agit d'abord d'évaluer les besoins utiles à autrui pour être accueilli. Inutile d'offrir le superflu ou ce dont nous voudrions nous débarrasser. Quand on fait un don matériel, faut qu'il soit évidemment, pour qu'il soit accueilli, il faut qu'il soit utile à l'autre. Bon, c'est pas juste, tiens, je te donne ça parce que j'en ai rien à faire, je m'en débarrasse. Il faudra bien sûr ensuite vérifier que nous sommes réellement riches de ce que nous proposons. Tu me demandes de te prêter 30 000 €, mais est-ce que je les ai vraiment ? Bon. Sur le plan spirituel, le don de ce que nous sommes en vérité. Il s'agit du don de ce que nous sommes en vérité. Il s'agira dans ce cas d'être certain que notre vérité offerte sera utile à autrui. Il faut toujours aller chercher l'utilité de l'autre dans la relation universelle. Puis il faudra s'assurer que nous offrons cette vérité-là avec sincérité. Autant éviter la manipulation. Le second terme de la circulation, donc l'accueil d'autrui. Il peut lui aussi se manifester sous deux formes principales, sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Sur le plan matériel, l'accueil de ce qu'autrui possède en réalité, il faudra donc d'abord accepter de faire avec ce qu'autrui nous offre. Inutile d'espérer recevoir de l'autre ce qu'il n'a pas, ou ce qu'il ne veut pas vous donner. Il faudra ensuite vérifier que l'autre est réellement riche de ce qu'il propose. Vous voyez, il faut faire attention. Sur le plan spirituel, l'accueil de ce qu'autrui est en vérité. Il s'agit ici d'accepter la vérité d'autrui telle qu'elle est, donc avec sa différence. C'est loin d'être simple. Puis de s'assurer que cette vérité d'autrui est offerte et accueillie avec sincérité réciproque. Bien sûr, si on écoute d'une oreille et si finalement on met en doute, si on est dans une relation de manipulation où tu me racontes ça mais je suis pas bien sûr, et puis l'autre en face d'ailleurs sans doute un peu qu'on n'est pas bien sûr, vous voyez, on n'est plus dans une relation universelle positive, on est à ce moment-là dans une pseudo-relation négative où on fait semblant de ne pas s'imposer et s'opposer, mais où en réalité on impose du mensonge ou des vérités déplacées, vous voyez, ou occultées. Alors attention au niveau psychologique, il ne s'agit pas de manipuler autrui, mais il ne s'agit pas non plus de se laisser manipuler. Accueillir la vérité d'autrui, avec toutes ses différences, ce n'est pas accueillir l'image illusoire qu'il présente, c'est accueillir la vérité de son cœur telle qu'elle est. Ces vérifications n'auraient bien sûr pas lieu d'être dans un monde d'amour fraternel, sain et harmonieux, bien sûr. Alors vous avez trois types de relations perverties. La relation de possession, je pense qu'il faut que j'écourte un peu, donc vous la trouverez, mais bon, je vous lis celle-ci, puis il y en a trois. Dans la relation de possession maintenant, dans ce type de relation pervertie, chacun agit pour soi de manière égoïste. C'est la loi du plus fort au détriment du plus faible. Il y a donc un renversement des flèches d'énergie indiquant le sens de circulation. Dans cette relation de possession, le don est devenu appropriation et inversion, et l'accueil dépossession.
Hein. Et suite à la non-réciprocité, il y aura rupture de la libre circulation des énergies vitales. Que ce soit en couple ou en famille, nous aimons souvent d'une manière possessive. Nous nous comportons alors comme propriétaires d'autrui. Tu m'appartiens. Donc vous avez la même chose pour la relation de pouvoir et la même chose pour la relation de gloire ou de paraître. Enfin, je vous lis un exemple. Alors j'ai fait 7 exemples architecturés de la même manière. Donc je vous fais celui de l'enseignement pour regrouper ce que je vais vous dire, synthétiser ce que je vais vous dire, mais je vous en lirai qu'un, vous avez les 7 sur le fichier PDF. Donc ça donne ceci pour l'enseignement. L'enseignant offre avec confiance son savoir à l'élève, qui, à l'inverse, l'accueille avec respect. Par réciprocité, l'élève propose son travail scolaire, par exemple, avec confiance à l'enseignant, qui, à l'inverse, accueillera avec bienveillance son ignorance. Il y a donc, alors, vous voyez bien que là, le rôle de l'enseignant, il est extrêmement important, et le rôle de l'élève est extrêmement important. Si l'élève n'accueille pas l'enseignement, qu'il n'en a rien à foutre, il pense à autre chose, ben ça ne sert à rien. Et si aussi l'enseignant, finalement, il n'accueille pas l'ignorance de l'élève, et les efforts qu'il a fait, évidemment, ça se termine mal. Donc il y a donc, dans le cas positif, l'engagement mutuel de véhiculer ensemble l'enseignement qui devient une valeur supérieure aux intérêts personnels de chacun. L'enseignement devenu ainsi sacré transcende les égos et par suite ouvre les deux protagonismes à l'altruisme. Chacun se dépassant pour l'autre, l'enseignant a la joie d'enseigner et de rendre ce qu'il a reçu. Jadis, il rend, voyez, il donne. L'élève a la joie de s'enrichir, donc l'accueil, en vue de transmettre un jour ce savoir aux autres, à ses enfants par exemple. Dès lors, l'enseignement investit le champ émotionnel et véhicule ainsi de l'amour entre le maître et le disciple. Bon, ben vous avez la même chose avec le commerçant et le client, la même chose avec l'administrateur, l'administration équitable, l'administration elle l'était, à la sortie de la guerre, il y avait vraiment un dévouement de l'administration, enfin des employés de l'administration. L'art, c'est la même chose entre l'artiste et l'œil de la personne qui est devant l'art. Il y a une relation entre les deux. Vous avez aussi bien sûr le monde des médias, donc l'information équitable. Hein. On a bien des problèmes avec les médias, mainstream, etc. Bon. Vous avez donc ensuite la hiérarchisation sociale équitable, avec donc, le couple dominant-dominé. Ensuite, la politique équitable. Là, on n'est pas rendu, hein, on est bien d'accord, mais nous pourrions avoir une relation de confiance avec nos hommes politiques. Bon, ce n'est pas le cas, mais ça viendra peut-être un jour. Hein. La relation entre l'homme et l'animal, ben oui, et bien là aussi, on trouve le même schéma. Et puis, la relation, enfin, face à notre propre vie. Bon, là, je vous la lis. La vie nous apporte réussite et échec. Face aux épreuves, que l'on soit responsable ou pas de la situation, il n'y a que 2 manières de réagir. Toujours 2 manières, la bonne et la mauvaise. Soit nous les acceptons, c'est l'accueil. Soit nous les rejetons, je m'y oppose. Nous les inscrivons dans une relation positive ou négative. La vie qui nous anime appelle nécessairement une intégration de ces épreuves ou une introjection. Alors l'intégration, qu'est-ce que c'est? C'est la compréhension de l'épreuve. Évidemment, je parle d'événements qui nous tombent dessus dont on n'a pas envie. Sinon, les très bonnes choses, les loisirs, tout ça, ben, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à intégrer. Hein. Donc évidemment, on est dans l'épreuve. Donc la première des choses, il faut comprendre intellectuellement ce qui se passe. Des fois, on n'arrive même pas à réagir. On se retrouve au chômage. On n'y s'y attendait pas, on ne comprenait pas. Du jour au lendemain, vous voyez, pour déjà comprendre intellectuellement qu'est-ce qui se passe. Ensuite, l'acceptation sur le plan émotionnel. Il faut accepter l'inacceptable. En fait, il faut comprendre l'incompréhensible, accepter l'inacceptable, et il faut pardonner sur le plan spirituel l'impardonnable. Alors, qu'est-ce que le pardon? Il consiste à se rendre responsable de ce dont on n'est pas responsable.
quelle que soit l'épreuve. Sinon, nous nous exposons à une somatisation de l'événement rejeté, renié, dénié, ou dit autrement, introjecté. Il y a intégré et puis l'introjecté, vous voyez, l'introjecté, mais en fait il est toujours là, vous voyez. Bon. Alors en conclusion, la nature, et par suite la nôtre, est à la fois inégalitaire et égalitaire. Ce qui a priori choque notre rationalité, bien sûr. Pourtant, quoi de plus naturel si elle s'avère double, cette nature? C'est ce que je prétends. Emmanuel Todd, dans son dernier livre, donc je citais tout à l'heure, écrit ceci. Nous retombons ici sur une loi commune à Hegel, Marx, à tous les fans de la dialectique, et à Sacha Guitry qui nous assure que dire le contraire de la vérité, c'est s'en être approché de dos, mais de bien près. Vous voyez, ces contraires, ces mariages des contraires. Hein. Et il ajoute, d'une certaine manière, dans l'ordre catégoriel, une chose et son contraire sont identiques. Alors, pas toutes, hein, mais dans la nature, oui, on a sa chose et son contraire, et effectivement, il nous ramène à une même origine. C'est dans ce sens-là qu'elles sont identiques, ils nous ramènent à une même origine. Et c'est donc pourquoi l'oxymore s'avère-t-il la principale figure poétique? Parce que l'oxymore fait vibrer en nous à l'unisson nos deux versants corps et âme. Si la nature était monolithique, si notre nature l'était également, point d'évolution possible. C'est le mariage des contraires, les métamorphosant en altérité complémentaire, comme l'atome, qui permet une évolution du plus simple au plus compliqué. Voilà, je vous remercie. Et donc, la prochaine fois, nous voyons la volonté qui est cause d'elle-même. Je vous remercie, à bientôt.